Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons 5 rencontres en safari où des moments de routine sont devenus mortels. D'une paisible promenade au coucher du soleil près d'un point d'eau qui s'est terminée par une charge soudaine de lion, à un sentier étroit dans la jungle où un sanglier caché a frappé avant que quiconque puisse réagir. Mais d'abord, au cœur d'un delta de mangroves éloignés, la recherche d'aventure d'une famille deviendra leurs derniers instants en vie. C'était le 18 juillet 2025 et les voies navigables reculées d'un delta de mangroves peu connu dans l'est de l'Inde serpentent à travers une forêt dense, formant un labyrinthe de canaux de marée et de petites îles. La brume matinale s'accrochait aux racines exposées, l'air lourd d'humidité et de bruit d'insectes. Le site se trouvait en dehors de tout itinéraire touristique majeur, une zone tampon où les canaux de marée et la boue molle transformaient chaque pas en une petite décision. David Hendricks avait passé 3 ans à économiser pour un voyage d'1 an avec sa famille. À 49 ans, il dirigeait une entreprise de construction dans le Colorado. Maria, sa femme, autrefois infirmière, enseigne maintenant à leurs enfants à la maison. Leurs 4 enfants, Jessica, 19 ans, les jumeaux, Matthew et Michael, tous deux 17 ans, et Emma, 15 ans, avaient voyagé à travers l'Inde avec leur sac à dos pendant 3 semaines en évitant les itinéraires populaires. Un guide engagé avait refusé de traverser une zone tampon marquée en raison de l'activité récente des tigres. David a pris le dessus sur lui et a choisi une petite île entourée d'arbres où les chenaux ressemblaient à des barrières naturelles. Les tigres du Bengale dans le terrain de mangrove sont des nageurs adaptés et se déplacent le long des corridors de marée. Cette zone avait un mâle adulte déplacé que les récentes inondations avaient poussé vers l'extérieur. Il utilisait les îles comme des canaux de déplacement. Ce soir-là, la famille a installé 3 tentes sur l'île, a mangé des plats emballés et s'est installée sous le ciel bas et humide. Rien dans le camp ne suggérait un danger immédiat, seulement une odeur dans le vent indiquant qu'un grand prédateur pourrait déjà être à proximité. Aux premières lueurs du jour, Emma s'éloigna des tentes pour utiliser une latrine de fortune sous les arbres. Le tigre, caché dans la végétation dense, franchit la courte distance en un instant et la renversa d'un seul coup rapide à la partie supérieure du torse. Le bruit de sa chute et son bref cri aigu mirent le campement en alerte. Ce qui s'ensuivit n'était pas une suite organisée, mais une bousculade chaotique. Jessica, Matthew, Michael, Maria et David sont sortis des tentes dans différents états, certains pieds nus, d'autres tenant encore des sacs de couchage. Dans la pénombre, le mouvement se répandait sur la boue jusqu'aux chevilles et un enchevêtrement de racines aériennes. Les sacs à dos et les mâts de tente s'accrochaient aux racines exposées. Plusieurs racines cassées émergeaient à hauteur de taille et de poitrine, acérées là où les marées précédentes les avaient brisées. Le pied de Michael glissa dans la boue molle et aspirante et ne put être libéré immédiatement. Là où le mouvement s'arrêta, la vulnérabilité suivit. Le tigre a frappé les cibles les plus proches en premier et s'est déplacé avec des élans rapides et puissants plutôt que selon un schéma chorégraphié. Il a touché Jessica lorsqu'elle est sortie de sa tente. Une collision soudaine et brutale qui l'a laissé s'effondrer contre le mur en nylon. David a couru aveuglément vers le bruit, un outil à la main, et a attiré l'attention du chat. L'animal s'est agrippé à David avec une morsure écrasante à la gorge qui l'a fait tomber en quelques secondes. Il était immobile quand il est tombé. L'adulte mâle unique n'a pas pris le temps d'examiner ou de choisir méthodiquement des victimes. Il a réagi au mouvement le plus proche dans la clairière embrouillée. La panique a poussé les autres dans le labyrinthe de mangroves. Michael et Maria se sont éloignés vers un canal étroit, mais le terrain les a trahis. Les bottes de Michael se sont accrochées et il est tombé violemment contre une racine cassée. Une branche déchiquetée, à moitié submergée, s'enfonça dans son abdomen lorsqu'il est tombé, sectionnant les vaisseaux et le piégeant maladroitement contre la masse racinaire. Maria a réussi à aller un peu plus loin, mais elle s'est effondrée près du rivage, saignant abondamment de profondes blessures causées par des griffes sur son flanc et le haut de son torse. Elle s'est traînée sous un feuillage bas, mais ne pouvait pas continuer. Matthew a essayé de se diriger vers le bateau mais a perdu pied dans la boue molle et s'est tordu, les sangles de son sac s'accrochant à une racine. Il s'est débattu pour se libérer tandis que le tigre se rapprochait à nouveau. L'animal a porté un coup fatal et décisif à la partie supérieure du cou. La rapidité de ses frappes finales a laissé peu de temps pour des tentatives de sauvetage cohérentes. Quiconque a essayé de libérer un membre de la famille a été gêné par la boue aspirante, les racines emmêlées et la nécessité d'éviter tout mouvement supplémentaire qui attirerait à nouveau le prédateur. En 7 minutes, la clairière était passée d'un campement dispersé à un tableau de tentes effondrées, d'équipements éparpillés et de personnes arrêtées par la boue ou les blessures. Emma était allongée près du site de la première frappe, morte là où elle était tombée. Jessica et David ont été trouvés près de leur tente, tous deux gravement blessés dans les premiers instants de l'attaque. Matthew était allongé un peu en contrebas, tué par la morsure décisive au coup infligé lors de la deuxième vague. 2 autres personnes, Michael et Maria, avaient réussi à mettre de la distance entre elles et les tentes, mais se trouvaient à une courte distance, effondrées et mortellement blessées.
Michael avait été empalé sur une racine de mangrove pendant la fuite. Maria avait beaucoup saigné à cause de profondes lacérations et n'avait pas pu atteindre de l'aide. Les conclusions du coroner ont confirmé plus tard que les 6 membres de la famille sont morts à cause d'un traumatisme catastrophique et d'une perte de sang rapide, compatible avec une seule attaque de tigre de courte durée. Les gardes forestiers ont fermé l'accès à l'île et aux canaux voisins pendant 2 jours pour documenter le site et surveiller les éventuelles traces de tigres. Aucun indicateur de mangeur d'hommes n'a été trouvé, et l'animal n'a pas été localisé lors des recherches de suivi. Donc, les autorités ont émis un bref avertissement au guide concernant une augmentation du mouvement des tigres après les récentes inondations. Les forêts de mangroves cachent des dangers dans des couloirs étroits et inondés, mais la savane ouverte présente ses propres risques. Même dans des environnements guidés où la visibilité semble claire, un seul faux pas proche de la route d'approche d'un prédateur peut transformer une promenade tranquille en soirée en une rencontre fatale. C'était le 3 août 2015. Sur une section privée de brousse, près de la frontière du Limpopo, où un sentier étroit menait vers un point d'eau saisonnier. L'air était frais et immobile, portant la légère odeur de poussière et d'herbes sèches, alors que la dernière lumière commençait à se poser sur la savane. La promenade photographique au coucher du soleil du pavillon devait être une routine, le genre d'excursion tranquille, où les invités capturaient des silhouettes d'antilopes en train de paître contre le ciel qui s'assombrit. Mais la brousse, ce soir-là, retenait un silence plus profond, un silence qui marquait la transition entre la sécurité diurne et le mouvement nocturne. Marcus Venter, un technicien en électricité de 34 ans, originaire de Pretoria, avait rejoint la marche dans le cadre de courtes vacances. Il était connu parmi ses collègues comme prudent et méthodique, un homme qui préférait la structure et les tâches qu'il pouvait mesurer. La photographie était nouvelle pour lui, quelque chose qu'il avait commencé seulement quelques mois plus tôt pour faire face au stress des licenciements dans son lieu de travail. Le voyage était destiné à apporter du calme et à offrir une chance de construire un petit portfolio qu'il espérait soumettre à un magazine local. Ses intérêts s'orientèrent vers les paysages et les prises de vue en basse lumière, et il avait tendance à avancer devant les groupes pour capturer des angles sans obstruction. C'était sa première fois lors d'une promenade safari guidée. Le personnel se souvient qu'il posait des questions détaillées sur le cadrage et l'exposition, et non sur le comportement des animaux sauvages. Il faisait confiance au fait que marcher avec un guide signifiait une sécurité prévisible tant qu'il restait en vue. Pendant que le groupe se préparait, il ne portait qu'un appareil photo de milieu de gamme, une bouteille d'eau et un petit sac. Son objectif pour la soirée était simple, capturer la surface lisse du point d'eau reflétant les couleurs du crépuscule. L'approche du point d'eau se faisait à travers des parcelles alternées de mopanes et de pâturages ouverts. Des fourrés d'acacia noirs et d'acacia, à temps un peu, formaient des poches denses près du bord de l'eau, obligeant le groupe à marcher en file indienne. Un large lit de roseaux bordait l'autre côté du point d'eau, un couloir de repos et de chasse favorisé par les prédateurs. Le soleil était presque complètement tombé derrière l'horizon, créant un faible contraste qui faisait fusionner les roseaux, les ombres et les contours les uns avec les autres. Les lions fréquentant cette région parcouraient souvent ces corridors de roseaux au crépuscule. Les mâles adultes pouvaient peser plus de 400 livres et étaient capables de couvrir de courtes distances à des vitesses dépassant 48 km/h. Dans une végétation dense, leur approche pouvait être presque silencieuse jusqu'aux dernières secondes. Les lions dans cette région utilisaient couramment des chemins d'évasion directs et réagissaient parfois de manière agressive lorsque le mouvement bloquait ces routes. Les guides de la région rappelaient régulièrement aux visiteurs que les points d'eau étaient des sites de transition où la visibilité rétrécissait rapidement. Il y avait eu des signes antérieurs que le groupe avait enregistrés seulement partiellement. Le guide a observé des traces fraîches près de la ligne de boue, un grand mâle empreinte encore nette sur les bords. Des roseaux brisés indiquaient un mouvement récent vers le bosquet. Un appel de contact lointain de l'autre côté de la rivière se faisait entendre faiblement, suggérant qu'une troupe était à proximité. Le guide fit signe de ralentir le pas et garda les invités bien sur le chemin. Marcus s'écarta de 4 à 5 mètres pour capturer une prise de vue basse et large du reflet de l'eau. Ce faisant, il s'est placé près d'un passage étroit entre les roseaux et la rive, l'un des rares points de passage direct utilisés par les lions. Le moment de contact s'est développé avec presque aucun avertissement. Des témoins ont rapporté un seul bruissement parmi les roseaux, suivi d'une forme profonde et rapide traversant la couverture. Les preuves sur place ont ensuite montré que le lion avait parcouru une distance d'environ 25 à 35 pieds en une ligne droite et rapide. Marcus, accroupi et face à l'eau, n'avait que peu conscience de l'approche. Le lion l'a frappé avec assez de force pour le faire reculer sur la terre durcie, projetant son appareil photo à plusieurs mètres du point d'impact. Le guide a levé son bras et a déplacé les autres invités en amont, alors que les broussailles autour de la rive se sont mises à bouger. Les marques au sol indiquaient que le lion avait immobilisé Marcus avec ses pattes avant, appuyant son poids sur son torse tout en infligeant plusieurs morsures profondes à l'épaule et au cou. Ces motifs correspondaient à des attaques défensives à courte portée documentées dans des environnements similaires. Les témoins ont décrit l'attaque comme brève mais violente, les buissons tremblant par à-coups plutôt que par un mouvement continu.
Marcus a essayé de se lever une fois, déplaçant le trouble en un arc peu profond le long de la rive. Mais le lion l'a renversé à nouveau presque immédiatement. L'attaque cessa aussi brusquement qu'elle avait commencé. Le lion se retira dans les roseaux sans tourner ni revenir, laissant la berge immobile sauf pour la poussière retombante et le bruit de l'eau troublée. Le guide garda les invités restants en place sur un terrain plus élevé, menant une retraite contrôlée une fois que le chemin derrière eux fut confirmé dégagé. Une équipe de récupération est arrivée sur le site cette nuit-là. Herbe aplatie, sol compacté et marques de griffures parallèles alignées avec une brève lutte. L'appareil photo de Marcus était à environ 8 pieds de distance, couvert de boue avec des composants internes fissurés. Il a été déclaré mort à la périphérie du lodge. Les gardes forestiers ont ensuite confirmé la présence d'un lion mâle connu, ce qui a entraîné une suspension temporaire des promenades au coucher du soleil près des berges bordées de roseaux. Les grands félins comptent sur la vitesse et la distance, mais dans les forêts tropicales denses, les menaces sont différentes. Parfois, une attaque ne commence pas par une charge de loin, mais avec un mouvement soudain à seulement quelques pieds de distance, où un seul pas en dehors du sentier peut placer quelqu'un directement sur le chemin d'un animal en quête de nourriture. C'était le 12 mai 2017, et une forêt tropicale éloignée dans la zone tampon au nord de Sumatra s'étendait sur des kilomètres. Un enchevêtrement de crêtes escarpées, de peuplements de bois durs non gérés et de sentiers étroits utilisés par des guides locaux qui menaient de petits groupes de photographes. L'humidité du matin pesait lourdement. Les calaos et les gibbons appelèrent à travers la canopée tandis que le sous-bois sentait la terre humide et le bois en décomposition. Des poches de soleil traversaient les feuilles, en fin rayon, faisant ressortir les taches sombres et humides du sentier comme des empreintes digitales. Le groupe de ce matin-là était compact. 4 personnes en randonnée photographique organisée par un petit opérateur écologique. Rafi Iskandar, le guide principal, âgé de 37 ans et né dans un village voisin, connaissait chaque trace de dérapage et chaque tronc pourri de la route. Il marchait avec un rythme mesuré, scrutant le sous-bois et murmurant des instructions discrètes. Restez en vue, gardez les objectifs fermés jusqu'à ce qu'ils soient stables et ne vous asseyez jamais dos aux enchevêtrements denses. Evan Clark, un photographe de nature dans la trentaine originaire du Royaume-Uni, préférait les angles bas et les prises de vue macro rapprochées. Il s'est déplacé sur l'épaule gauche du sentier pour cadrer des textures et des motifs qui ressortiraient en grand format. 2 autres invités suivaient en quelques mètres derrière, ajustant leurs objectifs et échangeant des remarques discrètes à propos d'un calao lointain. Les panneaux de sentier ont suggéré une activité animale récente, des empreintes rondes peu profondes dans le sol meuble près de troncs tombés et des griffures fraîches sur les troncs de bas. Rafi a noté cela comme habituel, enracinement et recherche de nourriture après la pluie récente. Mais il a également marqué un bois de fer pourri en bas d'une petite pente où le sous-bois était dense. Les bûches pourries abritaient des insectes et des fruits, et dans ce couloir, elles étaient connues pour attirer les chercheurs de nourriture. Rafi s'arrêta à un tournant étroit et rappela au groupe de maintenir des distances près des zones de bois morts denses, démontrant la visibilité limitée en tapant la litière de feuilles avec sa botte. Evan est resté au bord gauche pour travailler la texture d'une bûche en décomposition. Il s'est accroupi, puis s'est reculé jusqu'à ce que ses épaules reposent contre le contrefort de l'ironwood. Un mouvement instinctif pour stabiliser le long objectif. Le bruit de l'obturateur de l'appareil photo était un doux bruit de fond parmi le bourdonnement de la forêt. Rafi et les autres se sont arrêtés à quelques mètres derrière, leur silhouette à moitié cachée par le rotin et le jeune bambou. Dans cette géométrie exacte, le photographe d'eau a la couverture dense, le guide légèrement en pente, les invités à proximité, les voies d'évasion de la forêt réduites à une échelle humaine. Ce qui a suivi s'est déroulé en quelques battements de cœur. Rafi a ensuite décrit le moment comme un bref silence lourd. Une de ces pauses dans la forêt qui signalent un mouvement imminent. Le bruit s'est arrêté et dans cette courte pause, un ours solaire qui cherchait de la nourriture dans une souche pourrie s'est glissé dans un étroit couloir qu'il utilisait pour se déplacer entre les zones d'alimentation. Le chemin de l'animal était bloqué par la position d'Evan. Le dos du photographe et la pente créant ensemble une ligne que l'ours ne pouvait pas franchir sans confronter un humain. Rafi a crié un avertissement, mais l'ours a comblé les quelques mètres qui les séparaient presque instantanément. Une explosion directe plutôt qu'une poursuite prolongée. Les témoignages et les preuves au sol indiquent que l'animal a parcouru environ 10 à 15 pieds en moins d'une seconde. L'impact a projeté Evan sur le côté sur le versant irrégulier. La litière de feuillets et l'humus meuble ont glissé sous leur poids combiné. L'ours a utilisé ses membres antérieurs et son poids corporel pour le maintenir, le pressant au sol tout en infligeant des morsures ciblées, visant le torse supérieur et le cou, des endroits cohérents avec un animal essayant de neutraliser rapidement une menace plutôt que de démembrer. Rafi et un invité ont emménagé immédiatement, créant du bruit et jetant des sacs et des bâtons pour distraire l'animal. L'ours a interrompu le contact après une courte période et s'est retiré dans la pente descendante de l'enchevêtrement. Il n'a pas tourné ou poursuivi le groupe.
Des traces physiques correspondaient à ces actions. Des feuilles écrasées à côté du tronc, des marques parallèles des pattes, avant là où l'animal a immobilisé la victime, et une courte piste de sous-bois perturbé menant vers la pente où il est sorti. La caméra d'Evan et une sangle étaient éparpillées à plusieurs mètres de la zone d'impact. Le boîtier de la caméra était couvert de boue et présentait des abrasions compatibles avec une chute contre des racines et des débris compactés. La mécanique correspond à ce qui est connu d'incidents similaires à courte distance. Un ours malais, surpris à courte distance dans une végétation dense, réagit généralement par une rapide explosion défensive. Si son chemin d'évasion est bloqué par le dos d'un humain ou la géométrie de la pente, il peut choisir de bloquer et de mordre de manière ciblée. La courte distance, l'immédiateté du contact, l'absence de poursuite prolongée et le modèle de blessure, les plaies par perforation et déchirure à l'épaule supérieure et au cou avec un traumatisme contondant dû à une chute sur des racines exposées, sont tous cohérents avec une telle rencontre. Les journaux radio montrent que Rafi s'est déplacé sur une courte distance en montée pour obtenir un signal tandis qu'un assistant appliquait une pression improvisée. Ces mouvements expliquent le timing de l'appel et la fenêtre de 3 heures pour le sauvetage qui a suivi, compte tenu du terrain escarpé et boueux et de la nécessité de rassembler du personnel formé. Les Rangers ont atteint le groupe quelques heures plus tard. Leur documentation brève correspondait au rapport sur place. Sol dégradé à côté du tronc pourri, une courte traînée et perturbation là où la lutte a eu lieu et de petites empreintes rondes menant vers le bas de la pente. Evan a été déclaré mort au point de rassemblement à la lisière de la forêt. Les Rangers ont conclu que l'attaque était défensive, déclenchée lorsqu'un ours malais en quête de nourriture a vu sa route de fuite bloquée sans le savoir et ont émis un avis temporaire pour les guides se déplaçant dans les sections étroites et envahies du couloir. Les eaux de crue peuvent déplacer les prédateurs vers des endroits où ils ne sont généralement pas vus, transformant des canaux calmes en zones de chasse imprévisibles. C'était le 22 septembre 2014 et la saison de la mousson avait transformé les forêts de la zone tampon des Basses-Terres, au sud des zones protégées du Népal, en un réseau de rivières gonflées et de prairies submergées. Ce qui était généralement un ruisseau étroit et sinueux utilisé pour de courtes excursions d'observation de la faune s'était transformé en un large canal lent qui serpentait entre les roseaux, les bosquets de sel inondés et les îlots de terre haute éparpillés. Les guides locaux ajustaient leurs itinéraires quotidiennement alors que l'eau continuait de monter, essayant de maintenir l'accès au safari en canoë saisonnier qui attirait les visiteurs chaque année. Ramesh Thapa, un guide de rivière de 41 ans d'un village voisin, avait travaillé sur ces canaux pendant plus de 10 ans. Son travail était simple, conduire les touristes le long des bords plus calmes des voies navigables et leur montrer les oiseaux, les cerfs et d'autres animaux sauvages qui se rassemblent près du ruisseau. La mousson rendait le travail imprévisible, mais elle apportait aussi des opportunités avec des routes inondées et des chemins pédestres emportés. Les excursions en canoë devenaient l'une des rares activités restantes pour les visiteurs séjournant dans les écolodges de la région. Ce matin-là, Ramesh a conduit 2 touristes, un couple australien, dans une section de la forêt de la zone tampon, normalement accessible seulement pendant les mois les plus secs. Les récentes inondations avaient fait monter l'eau de plusieurs pieds au-dessus de la ligne d'arbres habituelle, créant de nouveaux passages à travers les touffes de roseaux et les prairies immergées. Des branches flottaient devant eux à intervalles réguliers et le bruit de l'écoulement lointain résonnait depuis les hauteurs. Les touristes étaient assis au centre du bateau étroit en bois, tandis que Ramesh guidait depuis l'arrière, utilisant une longue perche en bambou pour les pousser silencieusement à travers le canal. L'eau était brune et trouble à cause des pluies récentes, transportant des sédiments depuis l'amont. Les oiseaux se déplaçaient entre les branches exposées au-dessus de la ligne d'eau. Parfois, Ramesh arrêtait le canoë pour que le couple puisse prendre des photos des hérons chassant le long des bords des broussailles inondées. Les crocodiles des marais sont courants dans les eaux du sud du Népal, surtout pendant la mousson lorsque les niveaux d'eau élevés étendent leur territoire aux champs agricoles et aux forêts tampons. Les adultes mesurent généralement entre 7 et 10 pieds et sont de puissants prédateurs embusqués, utilisant la végétation inondée pour se dissimuler. Pendant les fortes pluies, ils se déplacent souvent vers de nouveaux canaux formés où le courant pousse les poissons, les petits mammifères et les charognes. Dans les eaux de crue montante, les frontières entre les routes humaines et les zones de chasse aux crocodiles s'étaient estompées. Le ruisseau que Ramesh était en train de naviguer avait récemment fusionné avec un bassin plus profond, plus en amont, créant un contre-courant qui rendait la visibilité sous la surface presque impossible. Alors que le canoë approchait d'un virage serré bordé de grands roseaux, l'eau devant semblait calme. Ramesh a ralenti le bateau, appuyant sa perche contre une branche submergée pour permettre aux touristes de photographier un groupe de cigognes perchés sur un système de racines exposé. Avec la surface toujours calme et silencieuse, aucun d'eux n'a remarqué le léger trouble près de la ligne de roseaux, à plusieurs mètres sur leur gauche. Le crocodile d'eau douce a émergé en douceur près de la ligne de roseaux avant de s'accélérer vers le canoë.
Sa tête a émergé de l'eau en une montée douce et rapide, et en quelques secondes, l'animal a réduit la distance jusqu'au canoë. Le bateau a basculé brusquement lorsque le crocodile a frappé le côté, son poids forçant la coque vers le bas. Ramesh a changé de posture pour stabiliser le canoë, mais l'inclinaison soudaine a fait glisser un des touristes vers le bord. Ramesh a avancé rapidement pour le ramener, et le mouvement l'a rapproché de l'eau. Le crocodile surgit de nouveau, atteignant cette fois la zone exposée où Ramesh s'était accroupi. En un seul mouvement vers le haut, il s'empara de son avant-bras et le déséquilibra. Le canoë se balança violemment alors que les touristes s'agrippaient aux côtés pour ne pas tomber. Ramesh est entré dans l'eau en quelques secondes, tiré vers le bas par le poids du crocodile. Le courant et la visibilité limitée ont rendu impossible pour lui de retrouver son équilibre. Sous l'eau, le crocodile a effectué une torsion brève et vigoureuse, juste assez pour le maîtriser, remuant le sédiment en un nuage dense autour d'eux. Le mouvement a déplacé les roseaux et agité le limon autour d'eux, créant une plume boueuse qui s'est étendue à la surface. Les touristes, incapables de voir en bas, ne pouvaient que regarder l'eau tourbillonner avant que le mouvement ne ralentisse progressivement. Le crocodile a relâché Ramesh une fois qu'il n'y avait plus de mouvement dans sa prise, disparaissant dans le canal plus profond qui se ramifiait vers l'intérieur de la forêt. Le canoë a dérivé sur plusieurs mètres en aval jusqu'à ce que le couple reprenne le contrôle à l'aide de la perche de Ramesh. Ils ont appelé à l'aide en criant vers un groupe de maisons en hauteur où les villageois ont rapidement organisé une recherche. Les fortes eaux de crue ont rendu les efforts de récupération difficiles. En fin d'après-midi, les équipes n'avaient toujours pas pu retracer le parcours exact du crocodile à travers les canaux ramifiés. La recherche s'est poursuivie au cours des jours suivants à mesure que l'eau se retirait progressivement, révélant davantage des berges submergées. Une semaine plus tard, les villageois ont trouvé le corps de Ramesh coincé contre une barrière naturelle de débris où le ruisseau se rétrécissait autour d'un amas de troncs d'arbres. La zone immédiate montrait des signes de perturbation de l'eau et des marques de traînées cohérentes avec les courants alimentés par les crues. Des traces d'un grand crocodile mugger ont été documentées plus tard sur un banc de sable exposé à proximité une fois que l'eau est revenue à un niveau normal. L'incident a conduit à la fermeture temporaire des itinéraires de canoë dans les sections inondées de la zone tampon et à renouveler les avertissements concernant les excursions d'observation de la faune pendant les périodes de montée rapide des eaux. Et sur le sol sec, le danger peut rester silencieux à quelques mètres du sentier, caché jusqu'à ce que quelqu'un s'approche trop près. C'était le 8 novembre 2013 et une bande de brouillard bas s'accrochait à un corridor forestier à l'ouest du village de Kirinchi où un sentier étroit traversait une jungle secondaire et des jeunes bambous. La région se trouvait en dehors de toute réserve officielle, une forêt utilisée par la communauté où des guides locaux menaient de courtes randonnées dans la jungle pour les visiteurs. La pluie de la nuit a laissé le sentier doux et sombre, avec de l'eau perlant le long des lianes de rotin et coulant régulièrement du couvert forestier. Thomas Reed, un voyageur solitaire dans la trentaine et photographe en voyage d'un mois à travers Sumatra, a demandé un safari à pied de 2 heures axé sur les oiseaux et les textures de la forêt plutôt que sur les grands mammifères. Le guide assigné pour l'accompagner, Adi Santoso, un villageois de 41 ans avec des années d'expérience sur le même circuit, a signé une trousse de premiers secours basiques et une radio avant leur départ. Le plan était de suivre la crête au-dessus d'un petit ruisseau et de revenir en fin de matinée. Les conditions favorisaient le mouvement des animaux sauvages. Les récentes pluies avaient assoupli le sol et fait remonter les fruits tombés à la surface. Les agents forestiers ont ensuite noté de nouvelles traces de fouissage le long des bords du couloir, signe typique de l'alimentation des sangliers après les tempêtes. Les sangliers dans les forêts d'Asie du Sud-Est se reposent souvent dans des dépressions peu profondes pendant la journée, surtout après la pluie. Lorsqu'ils sont surpris à courte distance, ils réagissent par une explosion rapide et en ligne droite, visant à dégager une menace plutôt qu'à la poursuivre. Adi a rapporté avoir entendu des bruissements occasionnels dans le sous-bois pendant qu'il marchait, rien d'inhabituel pour cet itinéraire. Les empreintes photographiées par la suite montraient un rythme régulier avec des arrêts périodiques aux clairières où Thomas prenait des gros plans de lichen et d'écorce. La déclaration d'Adi indique qu'ils se sont arrêtés près d'un virage étroit où le chemin se resserrait entre une végétation haute jusqu'à l'épaule à droite et une légère pente vers des jeunes arbres à gauche. Depuis cette position, la visibilité à travers le fourré n'était que de quelques pieds. La séquence qui a suivi a duré quelques secondes. Selon Adi, un bref mouvement s'est fait entendre du côté droit. 1 ou 2 bruissements rapides, suivis par le silence. Thomas fit 2 petits pas hors du sentier, vers une branche tombée pour cadrer un gros plan. À ce moment-là, la végétation explosa. Les enquêteurs ont ensuite documenté une dépression ovale peu profonde à l'intérieur du fourré, cohérente avec un animal au repos et une ligne droite de tiges perturbée menant au sentier. Adi leva un bras et cria à Thomas d'arrêter, mais la charge avait déjà commencé.
Les marques de déplacement du sol et les empreintes parallèles de sabots montraient une sortie directe du couvert sur une distance d'environ 12 à 13 pieds. Le sanglier a heurté Thomas au bord du chemin, des éraflures d'impact et un arc de glissement dans le sol humide indiquaient qu'il était tombé à la renverse et avait glissé le long de la surface avant de s'immobiliser contre des racines exposées. Adi a rapporté un coup brusque de la tête de l'animal pendant la ruée, correspondant à la blessure de la défense documentée plus tard par le personnel médical. Le sanglier ne s'est pas attardé, des traces et des broussailles brisées de l'autre côté du sentier indiquaient une sortie rapide en descente. Il n'y avait aucun signe de cercle ou de poursuite, seulement une ligne continue d'empreintes de sabots se fondant dans le tapis de feuilles. Adi est resté avec Thomas, a essayé de comprimer avec des bandages du kit de premier secours et a appelé à l'aide par radio. Les journaux des communications radio notent des pertes de signal intermittentes le long de la crête. Le contact a été rétabli lorsque Adi a déplacé une courte distance vers le haut de la pente pour atteindre un point plus élevé et est revenu. Les villageois ont atteint le site environ 40 minutes après l'appel initial. Adi avait déjà déplacé Thomas sur une courte distance en montant la pente, mais il était resté inconscient à l'arrivée des secours. Les agents forestiers ont documenté la scène plus tard dans l'après-midi. Un endroit aplati pour se reposer dans les fourrés, un chemin de charge droit de 13 pieds, des marques d'impact au bord du sentier et une petite mare de sang là où Thomas est tombé. Un bâton de marche et un bouchon d'objectif ont été trouvés près des tiges dérangées, et le boîtier de l'appareil photo, déplacé d'environ 3 à 4 mètres, montrait un boîtier fissuré à cause d'un choc contre les racines. Les mesures sur le site ont indiqué des largeurs de sabots et une foulée compatible avec un sanglier mâle adulte. Les agents ont également noté des fosses de fouissage fraîches à moins de 50 mètres du sentier. Tous les indicateurs ont indiqué un sursaut à courte portée et une seule rafale de passage sans aucun signe de présence prolongée d'animaux. La récupération s'est faite par civière le long du parcours de sortie. Une légère pluie est revenue alors que le groupe avançait, adoucissant les bords du chemin. Les villageois ont coupé le rotin pour élargir le virage et ont balisé l'itinéraire pour une documentation ultérieure. Les autorités locales ont ensuite examiné l'incident avec des guides, recommandant un espacement plus serré sur les segments étroits, des signaux vocaux près des fourrés denses et de garder les invités centrés sur le sentier. En fin d'après-midi, le corridor s'est calmé. Les tiges perturbées se sont affaissées légèrement et une légère brise a déplacé la brume vers le bas de la pente, laissant le sentier immobile. Thomas Reed a été déclaré mort sur les lieux. L'examen médical a confirmé une seule blessure pénétrante causée par une défense au torse, infligée lors de l'impact initial du sanglier, avec une perte de sang rapide comme cause du décès. Le sentier en boucle a été fermé pendant 2 jours pour documentation et l'incident a été classé comme une rencontre avec un sanglier déclenchée par une surprise après de fortes pluies. Merci de regarder, cette vidéo vous a plu? Cliquez pour plus.